Pour approcher la notion d'instabilité scapho-lunaire post-traumatique, il convient en préalable de parfaitement comprendre la biomécanique élémentaire du carpe et en particulier de la première rangée du carpe. Cette première rangée est constituée d'abord du scaphoïde en bleu, du lunatum, puis du trichétrum. Ces trois éléments, disons-le tout de suite, doivent toujours, à l'état normal, rester parfaitement solidaires dans leur comportement. C'est l'adaptation de cette première rangée du carpe aux différents mouvements qui en autorise l'amplitude dans les différents degrés de liberté que sont grosso modo flexion-extension, inclinaison radiale et inclinaison ulnaire. Cette première notion de solidarité, quoi qu'il arrive, entre ces trois os à l'état normal est fondamentale à comprendre. La deuxième notion fondamentale à comprendre est que la hauteur du carpe, et notamment de la première rangée, doit rester préservée quels que soient les mouvements du poignet. En d'autres termes, si vous tracez des lignes et des rayons entre ce centre du carpe et le radius et l'ulna d'autre part, et bien quel que soit le mouvement, ces distances et ce rayon doit rester le même en toutes circonstances. Au total, si vous regardez un poignet de profil, vous constaterez qu'à l'état normal, le scaphoïde a une orientation relativement oblique à 45 degrés, que le lunatum, lui, regarde par sa concavité inférieure strictement vers le bas, c'est-à-dire vers l'extrémité et les doigts. Cette constatation subjective peut se quantifier et se mesurer en traçant d'une part l'axe du scaphoïde, tracé entre un point équidistant du bord palmaire et dorsal du pôle proximal et un point équidistant du bord palmaire et dorsal du pôle distal. Pour ce qui est du lunatum, vous regarderez la corne antérieure qui est ici et grosse et la corne postérieure qui est ici et effilée. Vous tracerez une ligne virtuelle entre les deux et vous représenterez la perpendiculaire, ici parfaitement verticale, correspondante à l'orientation du lunatum. On constatera en position neutre que cet angle scapho-lunaire, ici présent, ne doit pas sortir d'une valeur normale située entre 30 et 60 degrés. Lors des manœuvres de flexion et d'extension de votre poignet, flexion palmaire, on conviendra que la première rangée du carpe va regarder vers le bas, le scaphoïde s'horizontalise, la face inférieure du lunatum regarde en palmaire. En cas de flexion dorsale, eh bien ces deux os vont regarder vers l'arrière, le scaphoïde va se verticaliser et la surface inférieure du lunatum va regarder en dorsale. Tout ça est très logique, on l'a dit, la première rangée accompagne les mouvements du poignet. Cela devient un tout petit peu plus complexe à comprendre lors des inclinaisons radiales et ulnaires. Regardons cette inclinaison radiale. Le scaphoïde, qui est un grand gaillard un peu gauche, va avoir du mal à trouver sa place dans cet espace qui se réduit afin d'éviter qu'il s'incarcère, qu'il prenne trop de place et que, du coup, la hauteur du carpe ne soit augmentée, que ce rayon ne soit étiré vers le bas. Eh bien, ce scaphoïde ne va rien trouver d'autre à faire que de se coucher. Il va se fléchir et sur une vue de profil, eh bien, il occupera moins d'espace en s'horizontalisant, en se couchant dans cet espace radio-carpien. Que va faire le lunatum? Le lunatum, lui, il va avoir de l'espace puisqu'il sort de cette incarcération avec le radius. Il va donc s'expandre, prendre tout l'espace, et pour prendre cet espace, eh bien, il exposera plutôt sa corne antérieure qui est de très grande taille. Il va donc basculer en ventral, c'est-à-dire que sa surface inférieure va regarder en ventral, c'est-à-dire en palmaire. Quoi qu'il en soit, une règle absolue est que le scaphoïde et le lunatum restent toujours solidaires, ainsi l'angle scapho-lunaire que nous avons décrit restera bien entre 30 et 60 degrés à l'état normal. Que se passe-t-il en inclinaison ulnaire? Soyons logiques. Cette fois, c'est le lunatum qui va être incarcéré sous le radius. Le grand gaillard qu'est le scaphoïde, lui, aura de la place. Il va donc se verticaliser pour occuper plus d'espace. Il en a. En revanche, le lunatum a beaucoup moins d'espace. Il va donc nécessairement exposer plutôt sa petite corne postérieure et de profil, on va le voir basculer en dorsale. Il regardera donc vers l'arrière, aux côtés d'un scaphoïde verticalisé qui s'est étendu. Quoi qu'il en soit, les deux os évoluent de façon synergique et conjointe. L'angle scapho-lunaire ne change pas. Il restera entre 30 et 60 degrés lors des adaptations variables de cette première rangée au mouvement.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette synergie entre ces deux os que sont le scaphoïde et le lunatum n'existerait pas, notamment sans le ligament scapholinaire que nous vous avons représenté ici, et en particulier son faisceau dorsal. Si l'on a bien compris tout cela, eh bien nous allons approcher sereinement le concept d'instabilité scapholinaire avec Dizzy. Regardons ce qui se passe en cas de rupture du ligament scapholinaire, de rupture large. Eh bien les deux os vont en fait prendre leurs aises, ils ne seront plus tenus de se comporter de façon synergique avec leurs voisins et tous deux vont se mettre en position de moindre contrainte. La position spontanée de moindre contrainte du scaphoïde sera, parce que c'est un grand gaillard un peu feignant, d'aller se fléchir, d'aller se coucher, d'aller s'horizontaliser sous le radius. À l'inverse, le lunatum, on l'a dit, sa position de contrainte minimale, eh bien, ça n'est pas d'incarcérer sa grosse corne antérieure sous le radius, ça sera d'incarcérer sa petite corne postérieure très effilée. Ainsi, les deux ne vont plus être synergiques. Le scaphoïde va se fléchir, se coucher, s'horizontaliser, mais le lunatum, lui, va regarder vers l'arrière, en dorsal. C'est ainsi que l'angle scapho-lunaire se retrouvera beaucoup plus marqué, il sera ici, supérieur à 60 ou 65 degrés, et dans le cas présent à 90 degrés. Cette orientation dorsale du lunatum définit cette notion de Dizzy, D comme dorsal. Mais nous allons tout de suite être très honnêtes avec vous. Ces images typiques de bascule dorsale en Dizzy du lunatum, cette image typique de séparation entre le scaphoïde et le lunatum autorisant un petit diastasis sont tout à fait intéressantes et tout à fait caractéristiques quand on les voit, mais elles peuvent en fait assez fréquemment manquer en cas de rupture du ligament scapho-lunaire. Et dans certaines situations, malgré une authentique rupture du ligament scapho-lunaire que nous vous montrons ici, eh bien le grand gaillard ne se couche pas, le lunatum ne regarde pas vers l'arrière, l'angle scapho-lunaire est normal. Pour quelle raison? Eh bien parce que la rupture du ligament scapho-lunaire est en fait seulement partielle, elle pourra toujours mûrir avec le temps, se compléter et donner des images plus typiques quelques mois plus tard, ou parce que, en fait, le ligament scapho-lunaire n'est pas le seul élément stabilisateur et garant de cette synergie scapho-lunaire, les ligaments extrinsèques, c'est-à-dire les ligaments de la capsule dorsale et palmaire, stabilisent également ces deux os. Ces ligaments extrinsèques peuvent en fait compenser la rupture du ligament scapho-lunaire et garantir au moins pour quelque temps la synergie dont nous venons de parler. Alors, dans les cas où vous suspectez fortement cliniquement une rupture du ligament scapho-lunaire, mais où finalement l'imagerie statique ne vous montre pas grand-chose, il existe quelques petites astuces qui seront demandées par le chirurgien ou proposées par le radiologue et qui consistent à forcer sur cette première rangée du carpe. Vous pourrez demander à votre patient de faire des inclinaisons radiales, de faire des inclinaisons ulnaires, de fermer le poing et de le serrer très fort, de façon à comprimer finalement votre première rangée entre le radius et la seconde rangée pour essayer de forcer le passage et essayer de rendre plus évident ces signes qui ne l'étaient pas, avec une bascule dorsale du lunatum, avec un diastasis qui peut se majorer et devenir tout à fait évident. Au total, on distingue bien là trois situations différentes que certains auteurs ont proposé de classer dans une situation typique d'instabilité scapho-lunaire, statique, visible, en position neutre. Il s'agit d'une rupture complète, large, non compensée. Lorsqu'une rupture du ligament scapho-lunaire n'est pas évidente en conditions statiques, mais qu'elle peut être révélée par ces petites astuces, eh bien on parle d'instabilité scapho-lunaire dynamique parce que en mouvement, en compression, en inclinaison, radiale ou ulnaire. Il s'agit là de ruptures souvent partielles relativement compensées par les ligaments extrinsèques. Enfin, il existe une troisième entité où là, même les modifications dynamiques ne sont pas visibles, même les petites astuces ne marchent pas, vous pourrez toujours serrer le poing, incliner en ulnaire, rien ne se verra. On parle d'instabilité scapho-lunaire prédynamique, c'est-à-dire de rupture seulement partielle ou fortement compensée par les ligaments extrinsèques. Peu importe ce genre de classification, nous ne sommes pas certains d'avoir à les mettre dans nos comptes rendus. En revanche, cette classification a le mérite de nous rappeler que différentes situations sont visibles
et se rencontre en pratique quotidienne dans ces contextes de rupture du ligament scapho-lunaire. Ce diagnostic de rupture du ligament scapho-lunaire est en effet difficile, non seulement parce que l'imagerie est peu sensible, nous venons d'expliquer pourquoi, mais aussi parce que le contexte n'est pas toujours évocateur. Les chirurgiens nous disent quand même que pour rompre ce ligament, il vous faut un traumatisme à haute énergie, une chute sur la main, mais une chute violente, un accident de la voie publique, une chute à bicyclette. En revanche, une vague chute sur un coin de table dont on ne se souvient qu'à peine ne peut pas expliquer une rupture du ligament scapho-lunaire. Qu'en est-il de la clinique? La clinique en aigu est parfaitement peu spécifique. En général, les patients ont mal partout. Les tests que vous pourrez réaliser à distance, et notamment le test de Watson, ne sont ni sensibles ni spécifiques à ce stade. Les radiographies, nous venons d'en parler. Au total, parce que, disons-le tout de suite, une rupture fraîche du ligament scapho-lunaire doit impérativement s'opérer dans le mois, eh bien les chirurgiens, quand ils ont un doute, vous demanderont rapidement, si possible dans les 15 jours, de réaliser un arthroscanner complémentaire ou alors partiront eux-mêmes sur une arthroscopie à des fins diagnostiques. La finalité de cette prise en charge rapide, c'est que ces instabilités, si elles sont méconnues, peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel de ce poignet sur un terme relativement variable. Le mieux que l'on puisse vous conseiller, au moins dans les instabilités scapho-lunaires statiques, c'est d'être bon dans votre diagnostic. Vous serez bon en cherchant un diastasis scapho-lunaire. La mesure sensible et spécifique est éminemment discutée dans la littérature. Nous vous proposerons ici 2,5 mm à la partie moyenne de l'interligne scapho-lunaire sur une vue de face. La deuxième chose que vous pourrez chercher, c'est en fait une horizontalisation de ce grand gaillard spontané, grand gaillard un peu feignant, qui se couche dans son transat, et finalement vous montre les semelles de ses chaussures sous forme de ce tubercule qui prend une forme ronde. On parle du signe de l'anneau. Le signe de l'anneau typique dans la littérature est réel lorsque le scaphoïde proximal restant sur une vue de face n'excède pas 7 mm. La corrélation de profil est que ce scaphoïde est bien horizontalisé, c'est-à-dire fléchi. Le lunatum, lui aussi un peu feignant, libéré des contraintes liées à son voisin, va se mettre dans sa position de confort qui consiste à mettre sa petite corne qui occupe peu de place vers le haut sous le radius. Il va donc se mettre à regarder vers l'arrière. Sa surface concave inférieure regardera bien vers l'arrière. C'est ce que l'on appelle la déformation en dizzy. La dissociation entre le scaphoïde et le lunatum s'exprimera sous forme d'une augmentation de l'angle scapho-lunaire. La valeur seuil que nous allons vous proposer est de 65 degrés de profil. Au total, diastasis, ring sign et angle scapho-lunaire élevé signent une instabilité scapho-lunaire dans sa forme statique. Au total, une fois ce diagnostic suspecté, le plus vite possible, les chirurgiens auront besoin de vous pour réaliser un arthroscanner et rechercher une rupture des faisceaux du ligament scapho-lunaire et en particulier de son faisceau dorsal qui joue un rôle fonctionnel le plus important. Mais sans plus tarder, passons aux images. Voici le cas facile d'une instabilité scapho-lunaire statique visible en position neutre. 24 ans, chute sur la main le jour même, un diastasis manifeste est présent sur les images. Quand on le mesure, on est un peu déçu, il n'est pas supérieur à 2,5, il est à 2 mm, mais néanmoins, cet aspect est très suspect. Pourquoi est-il suspect? Parce que, associé à ce petit diastasis, vous notez une flexion manifeste de votre scaphoïde qui vous montre les semelles de ses chaussures sous forme de ce ring sign du tubercule, tandis que le lunatum, lui, nous montre bien sa corne antérieure, ronde, plus bas située que la corne postérieure, plus pointue. Il y a donc bien un diastasis et probablement un dizzy. Regardons le profil pour essayer de le confirmer. Et là, ceci nous saute aux yeux. Le scaphoïde est couché dans un transat. Il est en flexion. Quant au lunatum, on rejoint la corne antérieure et la corne postérieure, trace une ligne, puis la perpendiculaire. Manifestement, ce lunatum regarde vers l'arrière. Voici un angle scapho-lunaire supérieur à 65 degrés et mesuré à plus de 90 degrés. Au total, le diagnostic de rupture du ligament scapho-lunaire récente peut être posé de façon relativement formelle. Vos chirurgiens sont donc très contents que le diagnostic soit posé. Ils savent que, opéré précocement, ce patient aura de très grandes chances de guérir complètement. Pour cela, ils vont vous demander à très court terme de réaliser un arthroscanner qui va
vous montrez les ligaments scapholulaires blessés, vous vous précipiterez sur le faisceau dorsal pour trouver, comme c'est très souvent le cas, une désinsertion en particulier du versant scaphoïdien et une incompétence consécutive de ce ligament. Regardons maintenant un cas un peu plus difficile d'instabilité appelée dynamique par certains. Ce patient est tombé sur le poignet il y a une semaine, vous faites des radiographies, et vous allez être un peu surpris par un diastasis scapholulaire relatif que vous mesurerez peut-être à 2,5 mm. Vous serez un peu surpris par l'horizontalisation relative de votre scaphoïde. On ne parlera peut-être pas de ring sign typique parce que ce qu'il reste de scaphoïde en proximal est probablement inférieur aux 7 mm attendus. Néanmoins, la question se pose. Quid du lunatum? Eh bien, les deux cornes sont manifestement superposées. On n'est pas certain qu'il soit basculé vers l'arrière. On va donc regarder le profil, et ce profil nous confirme tout cela. Le scaphoïde est peut-être légèrement fléchi, mais quand même son orientation reste d'à peu près 45 degrés. Quid du lunatum? Corne postérieure, corne antérieure. Ce lunatum regarde parfaitement vers le bas, il n'est pas orienté vers l'arrière. Vous mesurez l'angle scapholulaire, il est à 50 degrés. Cet aspect n'est pas celui d'un dizzy. Néanmoins, le traumatisme était à haute énergie, les chirurgiens sont un peu inquiets, ils vont vous demander quoi? Ils vont vous demander de sensibiliser votre examen radiographique. Vous allez donc demander de réaliser un cliché en inclinaison ulnaire et en compression, point fermé. Pour être très honnête, il me semble que ce cliché était demandé pour observer le scaphoïde dans un contexte de suspicion de fracture. Il s'agit en fait d'un Schneck de type 2. Ce que ce cliché va vous apporter, c'est qu'il va majorer, par contrainte sur la première rangée, le diastasis entre les deux os et va vous orienter vers ce diagnostic. Vous serez donc bien inspiré d'aller faire un scanner qui montrera une désinsertion du faisceau dorsal du ligament scapholulaire sur son insertion scaphoïdienne. Ce patient bénéficiera d'une chirurgie à court terme. Enfin, il existe des situations beaucoup plus difficiles. Chute sur la main il y a un mois, patient suspect de fracture du scaphoïde, les radiographies vous sont montrées, le diastasis est difficile à mesurer, convenons-en, il est peut-être un peu élevé, à 3 mm. Vous faites une vue de profil qui ne vous inquiète pas parce que votre lunatum est bien orienté, votre scaphoïde est bien orienté, l'angle est inférieur à 65 degrés. Vous irez plus loin, faites des clichés en inclinaison ulnaire, en flexion du poing. L'ensemble ne révèle pas de diastasis et ne montre pas d'anomalie de comportement des différents os. La grande surprise, elle est là, c'est que quelques mois plus tard, on vous demandera un scanner, près d'un an plus tard, qui montrera une très large rupture, un très large diastasis, une désintégration du faisceau dorsal. Que s'était-il passé? Eh bien, nous étions probablement dans cette phase prédynamique d'une rupture seulement partielle à ce stade, compensée par les ligaments extrinsèques, mais la dégradation progressive de ces quelques fibres compensatrices a mené graduellement à l'installation d'un dizzy, à un fort diastasis avec risque fonctionnel pour ce poignet. Nous étions contents de faire le diagnostic et les chirurgiens étaient contents de s'intéresser à ce patient, même s'ils étaient très déçus d'arriver si tard, parce que après un mois post-traumatique, les moignons se rétractent, l'articulation s'enraidit, le dizzy se fige et le traitement est bien plus difficile. Le premier point fort à retenir de ce module est que la rupture du ligament scapholulaire résulte en général d'un traumatisme à haute énergie. Le second point fort à retenir est qu'en aigu, la détection des lésions ligamentaires relève d'une sémiologie à connaître qui peut être sensibilisée par la réalisation de clichés dynamiques, que ce soit point fermé ou en inclinaison ulnaire notamment. Le troisième point fort à retenir est que pour sensibiliser le diagnostic, au moindre doute un arthroscanner doit être réalisé. Ce sera dans le mois pour une prise en charge opératoire dans ce même délai. Dans le prochain module, nous parlerons brièvement du diagnostic différentiel principal de ces ruptures ligamentaires et évoquerons la valeur des signes radiographiques dans le diagnostic de la lésion traumatique. Je vous remercie de votre attention.